Bonsoir, bienvenue sur Monaco Info, très heureuse de vous retrouver à l'occasion de votre journal. Voici le sommaire de cette édition. Nous aurons le plaisir de recevoir deux invités de marque depuis Bormio en Italie. La Rocca Team y effectue son stage de pré-saison. Vous connaîtrez lors de cet entretien le nom du nouveau capitaine de l'équipe monégasque. Comment la principauté a-t-elle géré la canicule et comment continue-t-elle de prendre soin de ses espaces verts au quotidien? La réponse dans ce journal. Et puis un peu d'évasion avec la découverte d'un lieu exceptionnel à quelques kilomètres seulement de Monaco. Une belle idée sortie, vous verrez avant de reprendre le chemin de la rentrée. C'était une information attendue par tous les fans de la Rocca Team, l'identité du capitaine pour cette saison. Eh bien, ce n'est pas un, mais bien deux co-capitaines qui ont été désignés. Adrien Moerman, double champion d'Europe en titre, et Yacouba Ouattara. Nous les retrouvons tout de suite en direct depuis Bormio. Yacouba, Adrien, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout félicitations pour votre nomination en tant que co-capitaine. Alors, Yacouba, pour votre 7e saison au club, on vous imagine fier de porter ce brassard. Bonsoir, oui bien sûr c'est une fierté de porter ce brassard, c'est une grosse responsabilité aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Adrien, quand le coach vous a annoncé la nouvelle, vous a-t-il dit ce qu'il attendait de vous deux et est-ce que cela vous correspond finalement ? Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai que c'est pour moi un nouveau rôle parce que je préfère plus leader sur le terrain que par la voix, mais bon, j'ai accepté. C'est vraiment un honneur d'être capitaine de cette équipe. Je pense avec les ambitions qu'on a et les joueurs qu'on a, ça va être, je pense, une saison un peu plus facile à gérer en tant que capitaine. Et comme je dis, voilà, j'ai parlé avec quelques joueurs pour aussi nous aider à couper moi aussi avec les leaders qu'on a dans cette équipe. Et je pense que ça va bien se passer. Yacouba, expliquez-nous cette particularité de co-capitana avec Adrien. Vous sentez-vous complémentaires ? Oui, on est complémentaires. Dans le sens où on a tous les deux un rôle, une responsabilité envers nos coéquipiers. On doit essayer d'apporter du lien entre nous tous. On est aussi, entre guillemets, les bras droits du coach. Arriver à faire passer les messages, que ce soit coach à joueur ou de joueur à coach. Voilà, non, ça va être notre rôle cette saison et être sûr que tout le monde soit dans des bonnes conditions et voilà. Adrien, votre palmarès parle pour vous, double champion d'Europe, triple champion de France. Pensez-vous que Monaco a les armes pour glaner un titre cette saison ? Oui, je pense qu'on a vraiment les armes. Ils ont vraiment construit une équipe, comme tout le monde appelle, une double XL, qui est très complémentaire sur chaque poste. Chaque poste est doublé. Et je pense que, comme il dit Yac, on est en pleine préparation. Il faut qu'on apprenne à se connaître, à jouer ensemble. Et je pense que ces 3 semaines seront cruciales pour nous. Et comme je dis, on a un bon groupe, des bons joueurs. On se comprend. On sait qu'on a joué les uns contre les autres, alors c'est plus facile aussi de préparer tout ça et je pense que si on arrive à avoir cette cohésion tout au long de cette saison, ça sera toujours plus simple et c'est sûr qu'on gagnera beaucoup de choses ensemble. Il y a beaucoup d'ambition, Yacouba. L'année dernière, vous aviez ce statut d'outsider. Maintenant, vous êtes attendu. Qu'est-ce que cela peut changer finalement dans la mentalité et dans l'approche des matchs ? C'est une pression différente. L'année dernière, il y avait la surprise. Personne ne nous attendait à ce niveau-là. Là, cette année, Monaco est sur la carte. Donc tout le monde sait, en plus avec les signatures qu'on a faites, tout le monde voit qu'on a une équipe vraiment sérieuse. Donc il y aura plus cet effet de surprise. Et nous aussi, on a ce côté où il y aura un peu plus de pression parce on attend plus de nous. Et l'objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière. Comment se passe ce début de préparation à Bormio avec un staff qui a encore grandi et puis surtout l'intégration des nouvelles recrues ? Très bien. Pour l'instant, on va dire que ces 2-3 premiers jours étaient assez cool. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet. On n'a pas encore eu d'opposition. C'était plus de la répétition de système et un peu de travail physique. Mais là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et là, on va commencer à essayer de créer les automatismes entre nous et progresser petit à petit. Dernière question, vous êtes en déplacement pendant 1 mois. Ensuite, le championnat de France commencera à l'extérieur à Nanterre. Est-ce que vous avez hâte de retrouver les Rocca fans à Gaston Médecin ? Oui, ça c'est sûr que je pense que tout le monde a hâte de commencer cette saison. On sait que le 24 on sera à l'extérieur et c'est vrai que je pense que le public monégasque attend beaucoup de cette équipe et veulent vraiment avoir du plaisir à nous regarder jouer.
et en espérant apporter tout ce plaisir à ses supporters et en espérant atteindre notre objectif de gagner et de faire meilleur que l'année dernière en Euroleague et comme ça on sera comblé et je pense que si ramener un titre de champion de France à Monaco, si ce qu'il en manque, on fera tout notre possible pour le ramener. Merci beaucoup messieurs et surtout bon courage pour la fin de votre préparation. La F1 revient après un mois de coupure. Pour l'occasion, c'est le Grand Prix de Belgique qui se présente ce week-end aux pilotes des monoplaces. Ils étaient en piste ce samedi pour leur dernière séance d'essai libre. Charles Leclerc a malheureusement été relégué en fond de grille aux côtés de Max Verstappen. Une pénalité liée à son changement de moteur. Ce dimanche 28 août, le départ du Grand Prix de Belgique sera donné à 15h. Les pilotes s'élanceront pour 44 tours de course. La France a connu cet été, c'est vrai, une vague de chaleur avec des températures records entraînant notamment des restrictions d'eau. Alors comment la principauté a-t-elle géré cet épisode et comment continue-t-elle de gérer ces espaces verts au quotidien? La réponse dans ce reportage signé Frédéric Hélion sur des images de Julien Laugier. Avec près de 438 000 m², les espaces verts et jardins constituent plus de 20% du territoire de la principauté. Monaco a toujours été attentif à la préservation de son patrimoine arboricole. Face à la vague de chaleur qui a touché la Côte d'Azur cet été, les équipes de la section jardin de la direction de l'aménagement urbain ont pris plusieurs mesures. Dès le printemps dernier, nous avons demandé aux jardiniers d'être vigilants, de bien contrôler les arrosages. La plupart de l'arrosage automatique en principauté est relié à un automate, un ordinateur climatique qui adapte l'arrosage en fonction des conditions météorologiques. Et ensuite, il y a aussi l'observation de terrain avec les aspects généraux des plantes, la détection de fuites et on travaille aussi en collaboration avec la SMO. Un suivi journalier est assuré sur le terrain pour la détection de fuites. Concernant les fontaines, la plupart sont en circuit fermé. L'eau retombe dans un bac tampon et est donc réutilisée, ce qui limite la consommation et empêche les pertes. Les fontaines en circuit ouvert ont été arrêtées. Les équipes de l'ADO adaptent aussi les gammes végétales par rapport aux conditions climatiques. On se remet toujours en question pour trouver des nouveaux végétaux et des nouvelles petites astuces pour économiser l'eau. Donc dans certains jardins, il y a des cuves de récupération d'eau de pluie quand on peut. Voilà, donc on essaye de mettre toutes les mesures pour qu'il n'y ait pas de soucis en principauté. Avec ses collaborateurs, l'ADO travaille pour trouver de nouvelles espèces de végétaux capables de s'adapter et de mieux résister à de nouvelles vagues de chaleur. Après 2 années d'absence à cause de la pandémie, le traditionnel pique-nique des Monégasques se tiendra le 3 septembre prochain au parc Princesse Antoinette. La mairie a d'ailleurs déjà dévoilé le programme de cette soirée qui s'intitule Au Cavagnetou. Elle est réservée aux Monégasques et à leurs conjoints. L'accès au parc sera possible à partir de 17h15. Attention, n'oubliez pas votre pièce d'identité. Au programme donc, une messe en plein air suivie d'un pique-nique avec une ambiance musicale. Au Théâtre des Muses, il est encore possible d'effectuer un stage d'improvisation pour les enfants du 29 août au 2 septembre. Grâce à l'écoute, un peu de technique et surtout un grain de folie, ils pourront s'ouvrir aux joies du jeu spontané. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du Théâtre des Muses. Les prochains stages d'initiation auront lieu lors des vacances de la Toussaint. Nous sommes proches de la fin de l'été avec l'automne qui va arriver dans moins d'un mois. Quels sont les fruits et légumes de saison que l'on peut acheter tout en restant dans un circuit court? Voici quelques bons conseils venant tout droit des maraîchers de la place d'Armes au micro de Fabien Bonilla. Et en ce moment, tomates, courgettes, qu'est-ce que je vous propose? Toutes les salades, bien sûr. Et en fruits, maintenant, il arrive le raisin d'Italie. En circuit court, c'est ce que je vois le plus représentatif. Maintenant, il arrive les cèpes. Après, nous avons les figues qui sont du pays, ils sont de Ventimiglia. Et après, nous avons les tomates de la région de la province d'ici qui sont magnifiques. L'ancienne, le corps de bouffe ancienne, c'est magnifique. Et les cébettes et d'autres petits trucs. Quels sont les fruits et légumes là, de saison que vous proposez? Parce que tout est fait dans votre jardin là. Alors, la nouveauté, c'est les petites prunes. Vous avez le raisin qui est nouveau. Les figues, c'est la pleine saison. J'ai encore des fraises, des framboises, bon, très peu évidemment.
parce que c'est la fin. Mais là, vous avez les tomates, là, il faut faire des sauces, parce que c'est vraiment le plein. Tout ce qui est de saison pour faire la ratatouille. Et lors de cette visite matinale au marché de la Condamine, nous avons trouvé le Graal, autrement dit, les conseils pour choisir un bon melon. Écoutez. Alors, pour moi, le secret d'un bon melon, il faut qu'il soit lourd, bien coloré, on va dire, et qu'il ait la queue qui se détache comme ça, vous voyez. Quand ça se détache, c'est qu'il est mûr, et quand il est mûr, en général, il est bon. Celui-là, c'est un bon melon. Ça, c'est un bon melon. Eh bien, ça, c'est une info qui risque de me servir à l'avenir. Merci à vous, Fabien, et aux maraîchers pour cet éclairage. La région a particulièrement été fréquentée par les touristes durant tout l'été. Pour tous les estivants, avant de quitter Monaco, passage incontournable à la boutique de souvenirs pour amener un peu de leurs vacances chez eux et à leurs proches. Alexandra Pani et Jean-Alexandre Dordet sont allés découvrir les produits phares de l'été. Prolonger le plaisir des vacances et garder en mémoire ces belles journées d'été. Chaque année, de nombreux touristes choisissent la Principauté comme destination pour leurs vacances et une partie de leur budget est consacrée aux cadeaux à ramener à ses proches. Les ruelles du Rocher sont connues pour abriter grand nombre de magasins souvenirs, casquettes et t-shirts Monaco, des torchons ou encore des mugs. La liste d'articles à ramener dans sa valise est longue, mais certains sont indétrônables. J'aime bien ramener des petits magnettes, des petits porte-clés, c'est des petits cadeaux sympas qu'on peut faire à tout le monde. Et puis ça rentre dans la valise, ça prend pas de place. I usually buy hats. I bought one today. And I also like to take shot glasses. That's from everywhere we go, we always buy shot glasses. Selon les âges ou les cultures, les produits recherchés ne sont pas les mêmes, mais le côté pratique l'emporte souvent. Ça va être surtout les cartes postales et les magnettes, forcément. C'est le plus simple et c'est plus petit aussi à emporter pour ceux qui sont en avion ou même... tout simplement qu'ils n'ont pas de gros bagages. On a toujours des nouveautés. Donc on essaye dans tous les cas de se moderniser petit à petit aussi. Mais non, on reste quand même dans le classique pour que ça plaise aussi à tout le monde. Le classique, une valeur sûre, mais si la plupart de ces articles viennent d'Asie, la tendance aujourd'hui s'appuie sur la consommation locale et l'artisanat. Alors pour vos prochains achats, pensez aussi aux boutiques de produits locaux, biscuits ou boissons typiques de la région, un souvenir à partager qui fera plaisir à tout le monde. Vous êtes encore nombreux à être en congé dans la région, à seulement quelques kilomètres de la Principauté. Nous vous proposons de découvrir un lieu exceptionnel sur les hauteurs d'Antibes. Depuis le mois de mai dernier, après 2 années de travaux, la fondation Hartung Bergman a été rénovée et aménagée afin d'accueillir enfin du public. Alors si vous êtes passionné d'art et d'architecture, ce lieu est fait pour vous. Et même si vous ne l'êtes pas, vous serez à coup sûr séduit. Le reportage est signé Alexandra Pani, Sylvain Peroumal, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud. Bercé par le bruit des cigales à l'ombre des oliviers centenaires, il est assez facile de comprendre le coup de foudre pour ce lieu de Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. Les 2 artistes découvrent ce parc de 2 hectares dans les années 60 et mettront près de 10 ans à y construire leur cocon, un endroit préservé où ils puiseront toute leur inspiration pour leur création artistique. Ce sont 2 grands artistes de l'art moderne, l'art du XXe siècle. Ils traversent d'ailleurs tous les 2 une grande partie du XXe siècle. Et leur truc, c'est l'abstraction. Plutôt ce qu'Anna-Eva Bergman, elle appelle un art d'abstraire, où elle travaille notamment avec de la feuille de métal, feuille d'or, feuille d'argent. Et Hartung, une abstraction qui est lyrique, gestuelle, très effusive, très volcanique. Cette fondation, c'est un patrimoine absolument fabuleux. Et jusqu'à présent, il était vraiment centré sur lui-même. La fondation existait, elle existe depuis 1994, elle a été très active. Mais c'est vrai, il y avait une forme de frustration de la part du public qui n'y avait pas accès. Donc on a largement travaillé à la rendre maintenant visitable, avec tout un parcours qui permet d'à peu près tout voir et surtout les œuvres magnifiques de Hartung et de Bergman. La fondation existe depuis 1994 mais vient d'être réaménagée pour accueillir du public. Du mois de mai à septembre, un parcours présentant les 2 ateliers des artistes et des zones d'exposition sont proposés. Le parc arboré invite lui aussi à la détente et un petit kiosque permet de se restaurer. Il est tenu par la mémoire des lieux. Marcel était la cuisinière du couple Hartung Bergman dès leur installation en 1973 et n'a plus quitté les lieux. Elle partage avec plaisir ses anecdotes avec le public. De temps en temps, il y en a qui me demandent, oui, c'est vous là, oui, c'est vous, vous avez connu les Hartung? Je dis, bah oui. Je suis très heureuse de m'occuper, là maintenant j'ai un kiosque, alors je fais la pisse saladière, les biscuits maison, je me sens bien. La preuve, j'ai pas pris ma retraite, je suis encore là.
Ambassadeurs de l'art abstrait, le couple Hartung-Bergman a marqué l'art moderne. Ils avaient chacun leur propre vision. 2 ateliers bien distincts pour 2 artistes aux inspirations différentes. Mais ce terrain était leur envie commune où ils avaient pu fonder leur paradis jusqu'à la fin de leur vie. Si vous avez été séduit par les lieux, vous pouvez visiter la Fondation jusqu'au 30 septembre. Et si vous n'avez pas le temps de vous y rendre d'ici là, rassurez-vous, un nouveau numéro de Demeure d'exception lui sera consacré à la rentrée prochaine. Nous retrouvons à présent Frédéric Hélion pour un point complet sur la météo de demain avec un soleil encore une fois vraiment timide. Bonsoir à vous Frédéric. Encore une journée mitigée dimanche, Julia, un temps changeant et un ciel où les nuages batailleront avec le soleil. Des courtes averses sont aussi attendues. Le thermomètre oscillera entre 22 degrés le matin et 27 l'après-midi. Dimanche 28 août, ce sera la Saint-Augustin. Hier soir s'est tenue la grande première du cabaret Delirious. Sur l'esplanade du Grimaldi Forum, les artistes ont pu dévoiler tout leur talent au public. Un show vraiment unique en son genre, immortalisé par notre photographe Manuel Vitali. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, dimanche, pour le best-of de la semaine. Mais en attendant, prenez bien soin de vous sur Monaco Info. À bientôt.